Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous présenter votre nouveau rendez-vous cinéma sur NRTV. Tous les premiers vendredis du mois, eh bien, c'est le débat critique sur les nouveautés cinéma qui sortent soit dans vos salles, dans le district de Nyon, ou bien sur les plateformes de streaming. Et bien entendu, on vous invitera vous aussi à donner votre avis tous les mois. Et comme vous le voyez en plateau ici, eh bien, je ne suis pas seul. Tous les mois, je serai accompagné de mes fidèles cinéphiles. J'ai envie de dire des deux meilleurs critiques de Suisse romande, allez, osons les mots, qui donneront leurs avis tranchés, avec passion, rire et coup bas en cas de désaccord, parce qu'on ose tout ici. Alors ils vivent le cinéma avec leur âme, mais aussi avec leur tripes. Et puis si les amis le disent et s'ils le détestent aussi, alors à ma gauche, celui qui met autant d'émotions dans sa voix et ses gestes lorsqu'on parle d'Audrey Hepburn, des comédies musicales ou des X-Men, Patrick Dantan. Oh, c'est chou. Bonjour Alex, salut. Patrick, tu es programmateur pour les cinémas Capitole à Nyon et pour le cinéma Rex à Aubonne. Ça se passe bien les cinémas en ce moment? Ouais, les 2 dernières semaines, c'est devenu un petit peu plus compliqué, avec moins de films, avec le beau temps aussi, mais la réouverture en printemps était plutôt bonne, quoi. Maintenant, on attend James Bond impatiemment. Ouais. Puis on va voir les films d'aujourd'hui aussi, et puis à chaque fin d'émission, eh bien, tu nous présenteras aussi l'agenda des événements cinéma dans la région. À ma droite, celui qui a été biberonné aux comic books, au cinéma d'horreur et à l'héroïque fantasy, et qui, vous le verrez, maîtrise l'art de la petite phrase qui tue, Thibaut Ducret. Salut. Salut Alex, déjà une sacrée réputation à tenir, je te remercie. C'est pas mal. Alors, t'es critique cinéma pour Le Saloon Podcast. On me dit dans l'oreillette que c'est un super podcast et je dis pas ça parce qu'on entend ma voix dedans. Oui, tu sais de quoi tu parles, effectivement un podcast qu'on retrouve sur toutes les plateformes de bon goût, YouTube, SoundCloud, Spotify, voilà, on est trouvable un peu partout et effectivement on publie des épisodes assez régulièrement sur les sorties. Magnifique, super. Bon maintenant que les présentations sont faites, place au menu de cette première émission. On vous parlera de Respect, le biopic musical tant attendu sur la chanteuse américaine Aretha Franklin, de Délicieux, une ode à la bonne bouffe au temps de la Révolution française. Et puis, sans plus attendre, place à notre premier film de ce débat critique pour cette première, la grosse production la plus convoitée de cette rentrée et de ce mois de septembre. J'ai nommé Dune du Canadien Denis Villeneuve. Après une tentative d'adaptation à l'écran jamais aboutie par Jodorowsky, puis un premier film au résultat, on va dire, surprenant et inégal, pour ne pas dire assez mal aimé, signé David Lynch. En 1984, le roman de science-fiction culte de l'écrivain américain Frank Herbert, publié dans les années 60, est à nouveau porté sur grand écran. Derrière la caméra, on retrouve celui qui a signé Blade Runner 2049 ou Premier Contact. Dune, eh bien, bande-annonce. Je te connais. Un jour, naîtra un être de légende. Toute une civilisation en dépend. L'avenir, je peux le voir. Je ne dois pas avoir peur. La peur tue l'esprit. Alors un casting XXL avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Jason Momoa ou encore Dave Bautista. Alors j'ai volontairement pas pitché le film car cette tâche est ô combien compliquée. Et Thibaut Ducret, eh bien, bisutage pour la première. Vas-y, résume-nous. La patate chaude, merci. Ça raconte quoi Dune, ça se passe donc en l'an 10 000 quelque chose. Voilà, les gens iront vérifier pour la date exacte. Précisément sur la planète Arrakis, qu'on surnomme justement Dune, puisque c'est une planète composée intégralement de sable, avec des vers géants à l'intérieur. Et la maison Atreides, qui est une famille noble, est chargée de garder cette planète, qui est la plus précieuse de l'univers, puisqu'elle contient l'épice, qui est une denrée absolument indispensable puisqu'elle permet entre autres les voyages dans l'espace. Voilà, ce résumé te convient? J'allais dire, j'ai oublié de présenter Thibaut aussi comme le maître du contexte. Je pense que voilà. Ouais, alors n'en fais pas trop parce qu'après ça fera un sacré nombre de conditions à tenir. Les présentations sont faites. Alors du coup, qu'est-ce que ça vaut ce Dune version 2021 et version Denis Villeneuve? Alors écoute, ça vaut, c'est un peu compliqué. En fait, il se trouve que ça fait réévaluer l'adaptation de David Lynch, qui était effectivement un film très bordélique parce qu'il avait été massacré par son producteur. Ouais. Et voilà, c'était condensé en 2 heures, un récit assez dense quand même, parce que le premier bouquin de Dune était déjà en 2 parties lui-même, donc ça faisait quand même un certain nombre d'informations et d'événements à condenser. C'est réputé inadaptable, ce bouquin. Et justement, on sentait dans le Lynch qu'il y avait pas mal de
choses qui avaient été charcutées à droite à gauche, et que c'était un film très bancal, mais qui était assez foisonnant, qui tentait des choses visuellement, qui proposait vraiment des trucs intéressants. Et là, le parti pris de Denis Villeneuve, c'est de se dire, d'entrée de jeu, on va partir sur 2 films pour adapter vraiment les 2 parties du roman et donc faire un film un peu plus complet. Et donc là, ce premier film est sous-titré partie 1, donc il prévoit de faire une deuxième partie. Si ça marche. À condition que le film marche, effectivement. Parce que là, la Warner, le studio qui produit, n'a pas voulu s'avancer et lancer directement un deuxième, donc on ne sait pas si on verra la suite. Mais donc, on a un film qui prend un peu plus son temps, beaucoup plus son temps, puisqu'il dure 2h30 et qui raconte la moitié de ce que racontait le film de David Lynch. Et c'est à l'image, pour moi, des derniers films de Denis Villeneuve, qui sont très longs, très pompeux, très tristes aussi, très vides. C'est toujours la même direction artistique qui est hyper épurée, avec des formes géométriques basiques, tout est lisse, tout est propre. Il n'y a qu'à comparer entre la version de Lynch et celle-ci, les méchants, la famille Harkonnen, qui chez Lynch étaient une famille de roux hyper dégueulasses, sointants, purulents, c'est ça. Et là, chez Villeneuve, ils sont tous rasés de frais, chauves, tout propres et jamais aussi dégueulasses que ce qu'on pourrait attendre de ça. Et donc voilà, c'est un film très clean, très long et assez peu vivant, je trouve. Et assez plat, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu le résumes. Alors, je vous ai pas dit quand même, vous à la maison qui nous regardez, le film sort le 15 septembre en salle. Et puis nous, on a eu la chance de le voir ce matin, juste avant d'enregistrer, donc en projection destinée à la presse. Et donc notre avis est un petit peu à chaud, c'est vrai. Patrick, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Thibaut? Une adaptation peut-être un peu impersonnelle, peu originale, plate. C'est un peu comme ça que je résume son avis. Moi, par rapport à ce que dit Thibaut, le fait que Villeneuve aime bien ce côté très esthétique, très épuré, il y avait ça effectivement dans certains films précédents. Ça peut aller pour moi, parce que souvent les tableaux peuvent être intéressants, les images assez belles, mais là en fait le gros problème c'est que c'est complètement déshumanisé, il n'y a aucune émotion qui passe, on a des personnages, une mise en scène qui est complètement hiératique, qui est très froide, avec des personnages qui n'expriment pas leurs émotions, qui réagissent très peu par rapport aux événements qui leur arrivent, et du coup on a à la fois un côté esthétique, long et contemplatif, avec des personnages qu'on dirait sortis d'une tragédie grecque, mais sans aucune émotion qui est véhiculée. C'est un peu mort, un peu l'ambiance des personnages morts. On a l'impression de personnages un peu statufiés, comme ça, un petit peu froids. Et puis, malgré tous les efforts esthétiques qui sont louables, que Villeneuve y fait quand même, parce que les plans sont quand même très travaillés. Sur 2h30 de film, une suite de tableaux un peu esthétiques, froids, comme ça, c'est trop long. Quand tu dis Dune, tu t'attends pas à voir un Apple Store. Enfin, c'est un truc très épuré, très clinique. Non, mais c'est ça. Tout est propre. Tu es sur une planète de sable. Enfin, on en parlait. C'est censé quand même être un film assez violent avec des combats et tout ça. Il n'y a pas une goutte de sang. Il y a très peu. C'est vraiment sec, quoi. C'est ce qu'on reproche souvent à Denis Villeneuve, donc cinéaste. J'ai cité ses dernières œuvres de science-fiction. Premier Contact, Blade Runner 2049. On dit souvent que c'est un bel esthète, mais qu'au final, les films sont assez creux. Oui, mais tu vois, dans Premier Contact, par exemple, il y a l'accroche avec le personnage principal, interprété par Amy Adams, qui est une vraie accroche émotionnelle dès le départ, où tout d'un coup on est en empathie avec elle, donc il y a quelque chose d'émotionnel qui se joue avant l'aspect esthétique. Là, il y a vraiment l'aspect esthétique avant tout, et c'est un petit peu tout ce qu'il y a dans le film, et tout est un peu... Après aussi, ce travail sur l'esthétisme et sur la rigueur, le côté hiératique, ça va tout aplatir. Il n'y a pas de contraste entre les scènes et tout ça non plus, ce qui fait qu'on s'ennuie. Bon, alors, on est assez méchant, comme vous l'entendez. Il faut quand même rappeler que le film a été présenté au Festival de Venise récemment, a reçu de très très bonnes critiques de la presse, donc on est un peu méchant ici sur NRTV aujourd'hui. Quel destin pour ce film au niveau du grand public, Thibaut? C'est ça qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'à la base, il me semble qu'aujourd'hui, la franchise Dune, le grand public, ça ne l'intéresse pas forcément. Enfin, disons que le film de Lynch a laissé une petite marque, c'est devenu un film culte, voilà, mais principalement pour les cinéphiles, j'ai l'impression. Je ne crois pas que... Voilà, on est à quelques semaines du nouveau James Bond, j'ai pas l'impression que la franchise Dune, ce soit quelque chose qui attire spécialement l'attention en ce moment. Donc, à voir. À voir, effectivement. Et vous, chez vous, à voir aussi. Donc, le film sortira le 15 septembre. Et quand vous l'aurez vu, eh bien, je vous invite à prendre votre téléphone chez vous et puis à vous filmer et puis à nous envoyer votre avis dans les messages sur Facebook ou Instagram de Nyon Région Télévision pour nous dire est-ce que vous êtes d'accord avec Thibaut et Patrick ou est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et puis, vos petites vidéos, on les passera dans la prochaine émission le mois prochain. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire
sur Dune de Denis Villeneuve, donc qui est dans les salles du District Nyon et en Suisse romande à partir du 15 septembre. Et on va passer sans plus attendre à notre deuxième film de ce programme. Ça s'appelle Respect, c'est signé Liesl Tommy et lui est déjà en salle, aussi en Suisse romande depuis le 8 septembre dernier. Alors, Respect, vous le savez, depuis l'incroyable succès de Bohemian Rhapsody sur le groupe Queen, les biopics musicaux sont à nouveau à la mode. Après Elton John, Judy Garland ou Billie Holiday, voici la vie de la chanteuse soul ô combien légendaire Aretha Franklin, décédée en 2018 et incarnée dans ce film par l'actrice Jennifer Hudson. Bande annonce. I got a single by this new chick named Aretha Franklin. To present Aretha Franklin Day. You're not about to mess this up for me. Voilà, donc Respect, c'est un projet de longue date, paraît-il, bien avant qu'Aretha Franklin décède en 2018, et il paraît que c'était elle aussi qui avait choisi Jennifer Hudson pour l'incarner à l'écran, et donc ensuite, après le décès, eh bien, le projet s'est mis un peu plus rapidement en route, et le voici qui arrive donc, eh bien, qui est déjà sur nos écrans. Ça vaut quoi, ce biopic musical Respect, Patrick? Alors moi, j'ai beaucoup apprécié. Déjà, en premier lieu, ça m'a permis de connaître un peu plus précisément Aretha Franklin. Moi, je connaissais vraiment ses tubes, et puis voilà, c'était un petit peu tout, mais là, j'ai vraiment pu aborder sa vie, sa musique, etc. Et une des principales qualités du film pour moi, c'est qu'il y a vraiment une composition de scénario qui est intéressante dans la façon d'agender les différentes choses qui composaient la vie d'Aretha Franklin. Alors on a le côté biopic un peu traditionnel, on va dire, avec les relations familiales, les drames amoureux, etc. et tout. Après, il y a la musique qui est très présente dans le film. Je crois qu'il y a en fait 40 morceaux ou extraits de morceaux musicaux en tout dans le film, ce qui est assez important. Réorchestrés, il faut le dire, dans le style un peu des années 60. Il y a aussi des morceaux qui sont repris tels quels, qui sont des morceaux de chanteurs qui ont influencé Aretha Franklin, Otis Redding, enfin des trucs comme ça. Mais par contre, ce qui est hallucinant, c'est que Jennifer Hudson... Il y a 20 morceaux interprétés par Jennifer Hudson dans le film, ce qui est quand même important. Elle chante elle-même. Et donc du coup, on a cet aspect musical qui est là. En plus, on passe pas mal de temps dans le film à nous expliquer comment elle a trouvé son style à elle, comment elle a composé. Il y a des séances en studio où on voit comment elle a composé un petit peu sa musique et tout. Donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi en fait les droits civiques aux États-Unis. Ouais. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments du scénario qui sont très bien agencés pour moi et qui font que c'est tout à fait plaisant, quoi. Thibaut, tu es d'accord avec Patrick? Pas exactement, non, je suis navré, je vais à nouveau pas être hyper emballé. Non, pour moi, c'est un peu, tu citais Bohemian Rhapsody, pour moi, c'est un peu le même topo, c'est-à-dire que c'est un film qui porte très bien son titre, je trouve, c'est-à-dire que c'est un biopic très respectueux, très, à la fois voilà, très lisse. Oui, on couvre une grande partie de la vie d'Aretha Franklin, mais un peu trop, justement, pour moi, il veut raconter trop d'éléments. Ouais, il y a trop d'éléments en même temps et du coup il y a un peu tout qui est en arrière-plan mais jamais véritablement creusé. Son engagement dans la lutte pour les droits civiques, c'est évoqué mais c'est jamais abordé frontalement. Toute l'histoire avec ses enfants aussi, alors qui est quelque chose un peu compliqué qu'elle n'aimait pas trop aborder en interview parce qu'elle a quand même eu son premier enfant à 12 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est quelque chose là aussi qu'on met assez vite de côté. La mort de Martin Luther King. Oui, là aussi c'est vite évacué et pour moi il y avait quelque chose. Ça partait sur une chose intéressante au début, c'est qu'on pose dès le départ une héroïne qui se cherche un peu et qui va essayer de se trouver à travers la musique. La première scène où son père la sort du lit pour aller chanter à sa soirée et on la présente voilà, étant enfant comme quelqu'un qui communique à travers la musique. Et ça c'était quelque chose d'intéressant aussi dans la relation avec sa mère. Mais dès qu'on a ce saut temporel où elle est tout de suite adulte, pour moi il n'y a plus rien qui évolue vraiment. Ça manque un peu de point de vue aussi et de mise en scène. Je suis d'accord en fait que le film, il y a un biopic qui est assez classique, mais en même temps il prend vraiment le temps. Je rejoins pas du tout Thibaut par rapport à la densité des choses. Je trouve que les choses ont vraiment une densité, les scènes sont là, et comme le temps est pris, on a le temps de réfléchir et de ressentir ce que l'héroïne, le parcours qu'elle a, et pour moi ça fonctionne vraiment très très bien à ce niveau-là, aussi parce qu'en plus les interprètes sont vraiment très très bien. Je trouve qu'il y a une espèce de naïveté et de spontanéité dans le jeu des comédiens. Moi je savais pas que Jennifer Hudson, tout à fait vrai, quoi. Je savais pas que Jennifer Hudson avait une voix aussi incroyable. Ça c'est vrai qu'effectivement si on doit laisser une chose Dreamgirls.
film. Non, je n'ai pas vu Dreamgirls. Regarde Dreamgirls, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est vrai que si on doit laisser quelque chose au film, effectivement, c'est l'actrice qui est assez incroyable. Et puis vous, dites-nous ce que vous avez pensé forcément de ce film qui est déjà en salle, je le rappelle, Respect, donc signé Liesl Tommy. Et puis, sans plus attendre, on passe à notre troisième film de ce débat. Alors, on remonte à nouveau le temps, mais un petit peu plus loin quand même, puisqu'on est à l'aube de la Révolution française, avec un cuisinier audacieux qui se fait embrimer par son maître, le duc Chamfort, et puis il va faire une rencontre étonnante avec une certaine Louise, ce cuisinier. Le film s'appelle Délicieux. On va voir si le film l'est tout autant. Bande-annonce. C'est vrai qu'il était cuisinier? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti. Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner. Apprenez-moi, et je suis sûre qu'il reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles, bourgeois ou paysans. Alors c'est une comédie française signée Éric Besnard à qui l'on doit L'Esprit de famille, Le goût des merveilles ou Cash. Et puis là on retrouve au casting Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Guillaume de Tonquédec ou Benjamin Laverne. Ça vaut quoi Délicieux? Thibaut. Alors, décidément, c'est à lui, je veux dire, regarde, il est brillant aujourd'hui. Moi, il y a des choses que je trouve intéressantes dans le film, notamment il y a une certaine recherche visuelle que j'aime assez, c'est-à-dire que Besnard va lorgner un petit peu du côté de la peinture. On voit qu'il s'inspire un petit peu, tous les dialogues sont filmés souvent en plan moyen, dans des cadres vraiment travaillés, les plats sont filmés un peu comme des natures mortes, enfin, on voit la référence à la peinture. Photo soignée aussi. Photo soignée aussi, j'aime assez le casting. Moi, Grégory Gadebois, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il véhicule quelque chose d'immédiatement assez sympa, d'assez attachant. Maintenant, j'ai un gros souci avec l'écriture, ouais. C'est que... T'as essayé d'être sympa, voilà, et maintenant allons dans du concret. Je trouve hyper intéressant l'idée de raconter la création du premier restaurant en France et de mettre ça en lien avec la Révolution française, puisque là, il décale un petit peu l'arrivée des restaurants qui, normalement, je crois, est apparu quelques décennies avant, mais pour fixer ça en 1789, justement, et mettre en lien l'apport des restaurants où on rend public la nourriture pour le peuple, etc., où c'est plus un privilège des nobles de bien manger, avec justement cette Révolution française, sauf que ça, là aussi, comme pour Aretha Franklin, je trouve que ça reste en arrière-plan. On dit dans 2-3 dialogues, il se passe des choses à Paris, mais bon, c'est jamais vraiment très palpable. C'est beaucoup de dialogues assez statiques aussi. De dialogues, et puis toute l'intrigue qui concerne le personnage d'Isabelle Carré, je trouve aussi assez inintéressant, puis ça retarde le traitement du vrai sujet, qui est justement la cuisine et le fait de manger, quoi. T'es pas d'accord avec ça, Patrick, hein? Je rejoins quand même un petit peu le fait qu'effectivement le sujet est un petit peu traité à côté, un peu comme ça, la cuisine, le restaurant, il pourrait y avoir un petit peu plus de ça. Ouais. Maintenant, moi, ça me plaît bien le fait que justement ça se passe quelques mois avant la Révolution française, parce que du coup, moi, j'ai bien apprécié ce discours sur les privilèges, sur l'émancipation de ces personnages qui du coup vont s'émanciper socialement, sexuellement un peu pour elles aussi, et puis culturellement, parce qu'on est en plein siècle des Lumières, et puis je trouve qu'on ressent ça assez bien à travers le film. C'est assez bateau quand même. C'est assez bateau, mais en même temps, voilà, le film est charmant et bien filmé, il y a des belles images aussi, il y a des beaux gros plans sur le visage des acteurs aussi par moments, on voit passer les saisons, presque tout se passe dans ce restaurant qui est à la campagne, dans un cadre très bucolique. Mais justement, et puis, à la campagne, on n'a jamais le contexte global, oui, ça reste toujours oui, mais en même temps, il est tout le temps présent via les discussions, via les choses comme ça, et finalement via ce que font ces personnages dans leur vie et comment ils changent leur vie, qui est un changement qui avait lieu à travers toute la France. Je trouve pas que c'est un grand chef-d'œuvre absolu, mais c'est un film tout à fait charmant pour moi. Voilà. Et délicieux. Et donc, délicieux. Voilà. Donc on vous mettra pas d'accord sur Délicieux d'Éric Besnard, on dit comment d'ailleurs? Je dis Besnard. Besnard, d'accord. Chacun peut faire comme il veut, d'accord. Qui est en salle donc depuis le 8 septembre à Nyon et ailleurs. Donc ce Délicieux. Voilà pour le débat critique du mois, mais on va passer, vous le verrez comme chaque mois dans cette émission cinéma, au coup de cœur de nos critiques. Un coup de cœur chacun, et on va commencer
avec toi, Patrick. Absolument. Alors mon coup de cœur, cette fois, je voulais profiter de la sortie de Respect pour faire un petit coup de projecteur sur un documentaire qui s'appelle Amazing Grace, Aretha Franklin. En fait, en 1972, Aretha Franklin, elle décide d'enregistrer un album de gospel, ce qui n'est pas du tout ce qu'elle fait à ce moment-là dans sa carrière. Et elle décide de le faire dans une toute petite église de Los Angeles. Il doit y avoir, je sais pas, 150 places, 200 places maximum. Et ça va devenir l'album de gospel le plus vendu au monde encore actuellement. Puis tout le monde considère que c'est le meilleur album d'Aretha Franklin. Bah, c'est celui qui s'est le plus vendu, hein. Ouais, nous absolument. dit le biopic Respect d'ailleurs. D'ailleurs, le biopic, il s'arrête au début du concert, donc c'est une bonne continuation avec ça. Et ce documentaire, c'est absolument incroyable ce qui s'y passe, parce qu'en fait, il y a une espèce de chose magique et fabuleuse qui va se passer. Tous les gens qui étaient présents vont vivre un moment de grâce, mais vraiment. Elle, Aretha Franklin, elle est absolument habitée par sa musique, et toute l'audience est habitée, il y a 150 spectateurs à peu près qui sont là, il y a un révérend qui est là, qui est absolument génial, et qui l'accompagne au piano, qui chante avec elle, et il y a vraiment une magie qui va opérée, et on la ressent incroyablement avec ce film. Amazing Grace, c'est disponible sur les plateformes de streaming. Sur les plateformes, en DVD, en Blu-ray, et c'est vraiment à voir, quoi. Voilà, et c'est sorti donc en 2018. En 2018, il y a eu un truc parce que le film a été... il y a eu un problème technique au niveau de la synchronisation entre le son et l'image, il n'a pas pu être finalisé à l'époque, et il a été resynchronisé correctement plus tard. Eh bien voilà donc un conseil en lien avec notre film Respect dont on a débattu ce mois-ci. Le coup de cœur de Thibaut. Alors Thibaut, t'as pas été très sympa aujourd'hui, mais j'ai quand même aimé des films cette semaine. Ouais, et des films qui se trouvent en salle, et notamment ce Boîte Noire signé Yann Gozlan qui est en salle en Suisse romande. Alors pas ici dans le district de Nyon, mais ailleurs, Genève, Lausanne. Depuis chemin à faire pour pouvoir le voir. Voilà, depuis le 8 septembre dernier. Et c'est quoi Boîte Noire ? Boîte Noire, comme tu l'as dit, c'est réalisé par Yann Gozlan, qui est un cinéaste de genre, qui a fait pas mal de cinéma de genre. Notamment, il avait fait un excellent thriller qui s'appelait Un homme idéal avec Pierre Ninet. Et là, pour Boîte Noire, il retrouve Pierre Ninet pour un nouveau thriller, mais qui se passe cette fois dans le milieu de l'aviation civile, puisque ça raconte l'histoire de ce héros incarné par Pierre Ninet, qui travaille au BEA, donc le Bureau d'études et d'analyse de l'aviation civile, si je ne me trompe pas, sur l'acronyme. Pas compliqué. Et le mettre du contexte, je te l'ai dit. Et qui est chargé d'élucider un crash aérien qui s'est déroulé dans les Alpes, et donc il doit étudier l'enregistrement sonore de la boîte noire, d'où le titre, pour déterminer s'il s'agissait d'une défaillance technique, d'un accident, d'un attentat terroriste ou peut-être d'autre chose. Voilà. Et donc c'est un thriller assez captivant qui nous emmène dans les arcanes de l'aviation civile, où on voit tous les enjeux politiques et financiers qu'il y a derrière. C'est très bien réalisé, il y a des mouvements de caméra assez ambitieux pour ce type de production, et c'est hyper tendu du début à la fin, et donc voilà, une vraie sortie que je recommande. Et comme quoi tu aimes des choses, Thibaut. Oui, je suis aussi capable d'apprécier les choses. J'approuve aussi, c'est un bon coup de cœur là. Ah, voilà. Donc Boîte Noire, donc c'est en salle, vous saurez où le trouver. Et puis on passe tout de suite à notre dernière partie de cette émission cinéma, c'est l'agenda des événements cinéma. Oui, je te regarde Patrick, parce que c'est toi qui vas nous donner l'agenda. Alors, il y a des films qui sont en salle, à Nyon, à Aubonne, ailleurs aussi sur la côte, mais il y a aussi des événements particuliers qui se passent dans notre région, et tu nous as prévu pas mal de petits événements pour ce mois de septembre. Voilà, Patrick. quelques séances un petit peu particulières. On va commencer avec les Nocturnes des cinémas Capitole à Nyon. Ça sera les 18 et 25 septembre à 23h30. C'est des nocturnes. Et c'est du cinéma un peu d'horreur et fantastique qui est au programme. Là, ça va être avec deux films un peu des maîtres du genre actuel. James Wan et son dernier film Malignant, et puis Candyman, qui est produit par Jordan Peele. Après, le samedi 25 novembre à 9h, reprise au cinéma Capitole à Nyon de La Lanterne Magique. Donc c'est un club de cinéma pour enfants dès 6 ans. Ça sera un Chaplin qui va être proposé, Les Lumières de la Ville, comme premier film. On peut accéder à la séance soit avec un abonnement pour la saison, ou lors de la première séance, on peut acheter sa place unique, comme ça, pour découvrir ce qu'est La Lanterne Magique. Pour les familles. Voilà, exactement. Puis là, c'est toujours précédé d'une présentation, en fait, le film. Je voulais parler aussi d'un film qui s'appelle Le Traducteur, dont la projection va avoir lieu en présence de ses réalisateurs le 27 septembre à 20h15 à Morges. C'est un drame où un traducteur syrien qui a émigré va devoir revenir dans son pays au moment de la guerre.
Et puis pour terminer, encore 2 documentaires qui sont à voir en fait le même jour dans 2 salles différentes. Choisir, mais voilà, il va falloir choisir. Mais voilà, on commencera avec Les Guérisseurs. C'est le 4 octobre à 20h30 au cinéma Rex à Aubonne. C'est un documentaire sur la médecine ici en Suisse qui va mettre en parallèle la vie d'un médecin roman qui part à la retraite et de jeunes étudiants en médecine du CHUV. Donc c'est plutôt intéressant. Et le film a fait l'ouverture du festival Vision du réel à Nyon cette année. Donc pour ceux qui l'ont vu au festival, eh ben, à Nyon, le 4 octobre, il y a un autre film documentaire toujours qui s'appelle Chasseurs de truffes. Donc départ pour l'Italie, avec de vieux messieurs et leurs chiens qui vont chercher cet ingrédient, la truffe blanche, qui est un des ingrédients alimentaires parmi les plus chers au monde. Ouais. Bon bah super. Ah bah alors avec tout ça, si vous ne savez pas où aller, quoi faire et quoi voir au cinéma en ce moment, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Thibaut, tu as noté quelques séances? J'ai tout noté, moi. C'est parti. Super. Très bien, magnifique. Et ben les amis, on arrive au terme de cette première émission cinéma. Je le rappelle, donc, on a débattu des films Dune, Respect et Délicieux. Alors je rappelle, chez vous, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux ou à l'antenne sur NRTV, vous prenez votre téléphone, vous vous filmez comme ça en selfie, vous nous dites ce que vous pensez des films qu'on a chroniqués aujourd'hui, si vous êtes d'accord ou pas avec nous, de quel côté vous penchez, plutôt Patrick, plutôt Thibaut, et vous nous envoyez ça sur Facebook ou Instagram en messagerie directe. Et puis le mois prochain, eh bien rendez-vous le 1er octobre pour notre prochaine émission cinéma. On vous parlera de quoi, Patrick, notamment? Alors un film Sûr, c'est quoi? Le Bond peut-être. Peut-être. Mourir peut attendre, qui est assez attendu. Ouais. Mais du coup, voilà, on l'aura. Qu'on attend depuis un moment. On l'attend ce James Bond, Thibaut? Ouais. Oui. Oui, non, moi je suis assez impatient. Ouais. Bon bah très bien. Et ben voilà, vous notez dans votre agenda, le 1er octobre, on parlera de ça et de plein d'autres films. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Thibaut Ducret. Merci à toi, Alex. Et puis Patrick Dantan, merci aussi à toi. Merci Alex, merci Thibaut. Merci alors on se retrouve au mois d'octobre pour encore parler de cinéma et débattre de plein d'autres films. Merci à vous de nous avoir suivis sur NRTV. C'était l'émission cinéma, la première. Allez voir des films, portez-vous bien. Ciao.